De retour pour la suite du Tube. Notre deuxième invité va bientôt boucler sa 3e saison à On n'est pas couché. 3 années de débats passionnés le samedi soir sur France 2. Et début juin, c'est sur Arte qu'il dévoilera son reportage sur la situation des migrants à Calais. Et ça risque de faire pas mal de bruit. Yann Moix a des convictions et vient nous en parler dans le Tube. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans le Tube. Merci. Alors oui, on va reparler de votre film-reportage dans quelques instants. Mais d'abord, première question, comment ça va à 2 mois quasiment de la fin de cette saison télé? Bientôt la quille, c'est bien. Ça fait seconde, première, terminale. Vous voyez. Si je faisais une année de plus, j'aurais eu l'impression de redoubler. Là, c'est très bien. Ça fait une sorte de trilogie. Pas trop fatigué? 2 ans auraient été trop courts, 4 ans auraient été trop longs, 3, c'est parfait. Ça tombe bien. Dès septembre dernier, d'ailleurs, Laurent Ruquier a annoncé que c'était la dernière saison. C'est lui qui a instauré ce cycle de 3 ans ou c'est avec vous que ça s'est décidé? J'ai l'impression que c'est naturel. Oui, c'est peut-être lui qui l'a instauré. Enfin, ça s'instaure tout seul dans le cerveau. 3 ans, c'est vraiment parfait, quoi. Vous allez nous parler justement de vos autres projets dans quelques instants. L'année n'a pas été de tout repos, on le disait. Une nouvelle chroniqueuse à vos côtés, Christine Angot. Et puis votre combat pour les migrants. On va le voir, Yann Moix ne lâche rien, comme nous le racontent Lilia Bousfoul et Dorian Chautard. Mardi, Yann Moix nous donne rendez-vous dans un endroit bien loin de la sphère médiatique. Un centre d'hébergement dans lequel il participe à une conférence de presse. L'écrivain et chroniqueur star d'On n'est pas couché vient défendre une cause. Alors, d'abord, je voudrais quand même pointer le fait qu'on est quasiment seul, ici, dans cette salle, aujourd'hui. Et ça veut tout dire. Depuis quelques mois, Yann Moix s'est fixé un objectif, faire connaître les conditions de vie de ceux qu'il appelle les exilés à Calais. Dans 2 mois, il quittera son fauteuil de chroniqueur du samedi soir dans On n'est pas couché. Comme chaque samedi soir, Christine Angot et Yann Moix. Bonsoir Christine, bonsoir Yann. Comment a-t-il vécu ces 3 années? C'est le grand atout de Yann Moix, à mon sens, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il va dire. On ne sait jamais ce qu'il va dire. À quoi va ressembler la nouvelle vie de Yann Moix? Et la télé ne me manquera pas du tout. J'ai adoré faire ça. C'est extraordinaire. Peut-être que je ferai de la radio, mais en tout cas, la télévision, c'est fini. Portrait d'un intellectuel qui s'apprête à tourner une nouvelle page. Août 2015, Yann Moix fait sa première apparition comme chroniqueur dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Bienvenue à Yann Moix, pour cette 10e saison d'On n'est pas couché. Il découvre l'exercice aux côtés de Léa Salamé. La journaliste se souvient de ses débuts. Il avait peur, il était assez angoissé et extrêmement de bonne volonté. Il voulait absolument bien faire. Il m'avait posé 1000 questions pendant l'été avant l'arrivée pour savoir comment on parle, comment on fait, comment on bosse ensemble, comment on se partage les questions, etc. Et au fur et à mesure de l'émission qu'il a commencé, je l'ai vu se détendre. Avant cela, Yann Moix s'était déjà fait remarquer par quelques coups d'éclat médiatiques, souriant lorsqu'il évoque Jubilation vers le ciel, roman d'un amour perdu. J'ai publié ce livre et j'avais mis un bandeau sur la couverture du livre, un bandeau rouge qui était Reviens. Et je la vois pas là parmi vous. Plus tranchant quelques années plus tard, lorsqu'il fait face à un journaliste qui n'a visiblement pas lu son livre. L'histoire est une rencontre avec le narrateur et une jeune fille qui s'appelle Céline. Personne ne s'appelle Céline dans mon roman. Ah bon? Je sais pas où vous êtes allé chercher. Ah, j'étais persuadé. Vous êtes sûr? Non, mais comment s'appelait-elle? Comme c'est moi qui l'ai écrit, Oui. elle s'appelle Leïla. Leïla, pardon. Oui, je suis à peu près sûr de ce que j'écris. Quand vous recevez un invité, la moindre des choses, c'est de lire son livre. Un ton teinté d'une ironie parfois cassante, dont il n'hésite pas à user sur le plateau d'On n'est pas couché, comme en 2015 face au rappeur Nekfeu. On a l'impression que c'est Orange Mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cour de récréation du petit Nicolas. Il y a un truc qui prend pas, parce que c'est de l'ultra-violence sur de la gentillesse de bisounours. Sur le plateau de Laurent Ruquier, Yann Moix devient un chroniqueur acerbe de l'actualité, sous le regard amusé de ses amis écrivains, parmi lesquels Régis Geoffrey. Il faut apprendre aux jeunes artistes et aux vieux à se défendre. Moi, les rares fois où j'ai été attaqué à la télévision ou dans les médias, je me suis défendu. C'est-à-dire que quand on vous attaque, il faut en mettre plein la gueule. Donc en fait, s'il a fait ça, c'était pour les entraîner. Et en tout cas, ils auraient dû se défendre et ils auraient dû contre-attaquer. Voilà. À quelques semaines de la fin de son aventure chez Laurent Ruquier, Yann Moix consacre désormais l'essentiel de son temps à une cause, celle des migrants. Et tout le monde fait comme s'il ne se passait rien. Et d'ailleurs, c'est le cas, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on filme. On filme le rien qui se passe. Ces images viennent d'un documentaire tourné à Calais qui sera diffusé début juin sur Arte. Anthony Dufour en est le producteur.
Souvent dans le monde du documentaire, il y a des gens qui ont beaucoup de savoir-faire. C'est-à-dire, voilà, il y a un fond de journalisme, un fond de cinéma, et on fait un mélange avec du savoir-faire, mais on est souvent un petit peu loin de notre sujet. Yann Moix, c'est quelqu'un qui est obsessionnel et entier à tout moment de son travail. Il nous a appris plein de choses qu'on ne savait pas sur notre propre métier. C'est un obsessionnel, mais dans le bon sens du terme. Il ne lâchera rien pour aller jusqu'au bout de l'émotion et de l'impression qu'il a sur le moment. Retour à Paris, dans le 20e arrondissement. La conférence de presse n'a attiré qu'une poignée de journalistes. Pourquoi Yann Moix s'est-il lancé dans ce combat, à milieu des lumières des plateaux télé? Nous lui avons posé la question. Quand on rencontre des causes presque à son insu, eh bien on les embrasse, peut-être même parfois de manière excessive. Mais l'excès est une manière d'alerter. Et l'excès, c'est quelque chose dans lequel je me sens suffisamment à l'aise pour pouvoir m'y plonger encore un peu, en tout cas en ce qui concerne la situation des exilés. On va parler de ce combat qui vous tient très à cœur, on l'aura compris dans quelques instants. D'abord, on referme la page « On n'est pas couché », comme vous allez le faire dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 ans à la télé? Rien. La télévision est quelque chose dont on ne retient rien. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a amusé de le faire. À peine l'émission est-elle terminée, à peine le buzz est-il tari, qu'un nouveau buzz va commencer, qu'une autre émission va commencer. Et donc chaque émission est remplacée par la suivante, donc il ne reste strictement rien. Et c'est peut-être ce plaisir éphémère du rien qui reste, du rien qui s'inscrit, qui m'a séduit et que je revendique. Ça fait du bien de faire des choses qui disparaissent aussitôt qu'elles ont eu lieu. Ça veut dire que vous n'avez pas de souvenirs précis ou quand même vous gardez quelques émissions, peut-être quelques échanges peut-être? Ça m'a permis d'avoir en face de moi des gens qui sont importants dans la société civile, dans la société politique. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience de savoir ce qu'ont les hommes politiques dans le crâne. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que les sujets sérieux, on a l'impression qu'on ne peut pas y prendre part, alors que quand on pose des questions, on y prend effectivement part et on s'aperçoit qu'en face, il y a beaucoup moins que ce qu'on pensait, notamment sur des sujets graves. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que la laïcité? On s'aperçoit que les hommes politiques n'y ont pas tellement réfléchi. Ceux qui nous gouvernent ont un niveau intellectuel, culturel, assez proche de zéro. Et ça, c'est quand même... Non, mais c'est important de le savoir, assez proche de zéro. Non pas parce qu'ils sont incultes, non pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils n'ont plus le temps de penser par eux-mêmes et qui sont entourés de staff qui leur mâchent le travail, qui leur font des fiches, de communicants, qui en fait viennent véroler toute possibilité de se retrouver avec soi-même pour penser chaque jour pendant 5 minutes, comme on ferait des pompes pendant 5 minutes, ce que signifie tel ou tel mot récurrent dans l'actualité. Vous laissez votre place. Christine Angot devrait rester. Qu'est-ce que vous retenez de cette année avec elle? Parce que vous avez un record, vous le savez, vous avez eu 3 ans, 3 chroniqueuses différentes. Je crois que je suis le seul à avoir eu... C'est un record. Ça, j'ai de la chance finalement. Je fais des tours de manège avec quelqu'un de différent à chaque fois. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année-là, particulière peut-être? Je défends Christine bec et ongles parce que elle est habitée par quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une personnalité, au sens étymologique du terme. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc évidemment, ce quelqu'un-là ne peut pas se fondre dans tous les décors. On a l'impression qu'elle a souffert par moments. Elle a d'ailleurs quitté le plateau à plusieurs reprises. Vous lui conseillez de rester, de rempiler pour une année? Oui, parce que franchement, 1 an, c'est absurde. Le minimum, c'est 2 ans. La première année, on fait un peu du rodéo, vous savez, comme on essaye de monter sur le cheval et puis on se fait éjecter toutes les 30 secondes. La deuxième année, on a un peu plus de stabilité. Puis la troisième année, on mate la monture, on lui flatte l'encolure et puis de temps en temps, on sait comment aussi lui faire opérer quelques galops intéressants. En tout cas, la première année, on subit. Donc elle a peut-être subi. Et vous d'ailleurs, qui vous aimeriez voir à votre place? Non seulement j'ai mon idée, mais je pense que j'avais mon candidat et que je crois avoir réussi... Alors, on ne peut jamais forcer la main de Laurent Ruquier, hein. C'est le seul décideur et Catherine Barma, et personne ne peut les influencer. Simplement, j'ai susurré un nom à leur oreille, et il est possible que ce nom soit entendu, mais je ne peux pas vous le révéler ici. Ils seraient furieux si je faisais ce travail à leur place. Faut quand même un indice sur le profil. Non, aucun indice. Et si je leur enlève, vous avez beaucoup dit. Mais non, mais écoutez, si je leur enlève le plaisir, ça fait partie de leur métier que d'avoir le plaisir d'annoncer les nouveautés. Ça serait terrible que je le fasse à leur place. Vous pensez en tout cas que c'est bien parti pour que ce soit cette personne-là? C'était mon candidat. Alors, il y a de fortes chances que ce soit lui, oui.
Donc ce sera un homme. Je pense que ce sera un homme, ça c'est pas... Mais encore que, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, et qui peuvent me faire croire que des choses se font, et puis in extremis, ça sera quelqu'un d'autre. Vous dites que la télé, c'est fini pour moi, on l'a entendu dans le reportage. La radio, peut-être? Peut-être la radio. Il y a déjà des pistes? France Inter est une radio que j'adore, et j'aimerais bien y travailler, mais bon, je vais voyager peut-être aussi pas mal, je vais écrire, faire des films. Alors en plus de France 2, on l'a compris, vous serez également sur Arte. Ponctuellement pour un film. Début juin, ce sera pour Recalais, votre film reportage sur la situation des migrants à Calais. En janvier, sur ce sujet, vous aviez interpellé le président de la République à travers Libération. Ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous trouvez que des choses ont changé depuis? J'ai cru que les choses avaient changé. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, parce que je ne peux pas y aller tous les jours, que les CRS avaient tenu compte de ces quelques remarques que j'avais pu faire au président de la République et que ça se manifestait par, non pas davantage de douceur, mais moins de violence. Et j'ai pu effectivement le constater en envoyant un caméraman qui s'est caché au petit matin pour assister à un démantèlement, et j'ai les images, et les images sont moins violentes qu'en janvier. Malheureusement, la semaine dernière, tout a dérapé, et il y a eu encore des exactions et des violences policières assez atroces, et qui se passent de commentaires. Les associations comme l'Auberge des migrants m'ont dit que ça recommençait. Alors ça dépend des brigades en fait. Vous parlez d'actes de barbarie, vous allez les montrer dans ce film? Alors le film n'est pas un film sur les violences policières, on verra des actes inadmissibles. Je n'ai pas voulu revenir trop lourdement sur le sujet, mais on voit des scènes insoutenables dans le film. Mais ce n'est pas le sujet du film. Gérard Collomb, on parlait des images qui ont été diffusées, notamment en janvier. Le ministre de l'Intérieur vous avez accusé d'avoir truqué certaines images à travers votre montage. Vous aviez annoncé vouloir l'attaquer en diffamation. Oui, est-ce que c'est en cours. Richard Malka et Maître Dupond-Moretti sont en ce moment en train de déclencher la procédure. Et le ministre de l'Intérieur verra à quel point ces accusations sont, à mon sens, le procès n'a pas eu lieu, mais diffamatoire. Le projet de loi Asile et Immigration a été voté dimanche dernier par l'Assemblée nationale. Vous sentez que vous avez été entendu? Bien sûr que non. Vous savez, il y a quelque chose dans cette loi qui est absolument unique. D'abord, les centres d'aide aux migrants sont des endroits qui sont, à mon avis, sacrés. On n'a pas le droit de laisser entrer la police dans un endroit de repos, d'accueil, de recueillement. Et ça, c'est extrêmement grave. Et la deuxième chose, c'est que le délit de solidarité, dans les termes, est quand même quelque chose d'extrêmement choquant. C'est un oxymore. Délit de solidarité. C'est-à-dire que quiconque viendrait aider un jeune migrant en difficulté se verrait puni par la loi. Et ça remet en question quand même le fonctionnement même des valeurs de la République française. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment scandaleux. Et quand Gérard Collomb dit que dans certains cas, l'efficacité prime sur le droit, on se retrouve un peu comme dans les lois de Prairial pendant la Terreur, dans les années 1794. C'est affligeant, en fait. Mais je crois que, franchement, Gérard Collomb dépasse vraiment les bornes, mais ça a l'air de bien se passer, c'est-à-dire que tout le monde, il est très malin, hein, tout le monde le suit, et je crois que c'est un homme politique absolument redoutable qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un ennemi, mais tout à fait estimable. Dès lors que vous le sous-estimez, c'est là que, manifestement, vous êtes mort. C'est votre ennemi? C'est l'ennemi de la République. C'est l'ennemi de la République. On a comme ministre de l'Intérieur un ennemi viscéral de la République et de ses valeurs. Toutes les semaines dans le Tube, Yann Moix, on propose une interview en images à nos invités. Je vais vous proposer des photos. Vous me dites ce que ça vous inspire. On va commencer avec la première photo. Une image qui a fait le tour des médias. Macron, Trump, la bromance, comme on l'a surnommée. Des photos reprises, commentées partout. Elles vous inspirent quoi, ces photos? Non, je trouve que là, c'est une manière de mettre en exergue les corps plus que les idées. Et que, effectivement, les nations sont aussi incarnées par définition par des corps. Et c'est de la com pour vous? Je trouve que Donald Trump est quand même redoutablement intelligent. Qu'on passe, ça fait 2 ans qu'on le sous-estime toute la journée. On voit quand même qu'avec cette espèce d'onction et de manière de reléguer Macron à ce que Macron rêve d'être, c'est-à-dire toujours le plus jeune. Macron a un fantasme qui veut toujours être le plus jeune partout où il va. Et donc Donald Trump l'a pris au pied de la lettre, l'a infantilisé, et donc a fait retomber Macron dans son pur fantasme d'être Dorian Gray perpétuel. Il n'empêche que Trump n'a cédé sur rien. Et je trouve que Trump est absolument redoutable. Il y a un génie chez Trump, une forme de génie chez Trump. J'ai une autre photo.
La une de Libération, le week-end dernier. 5 ans que la loi pour le mariage pour tous a été adoptée. Est-ce que vous pensez que les mentalités ont évolué en France ? Ce qui est fabuleux, c'est que cette loi fasse déjà partie du passé. C'est-à-dire quelque chose qui nous a semblé impensable dans l'avenir, a déjà été entériné par les années. Et vous savez, cette loi est très importante et je trouve que Mme Taubira fait partie de ces hommes politiques qui ne rentrent pas dans la case de ceux que je critiquais tout à l'heure, qui font évoluer les mœurs, qui font évoluer la société. Et ça restera une loi aussi marquante que l'abolition de la peine de mort en 1981. Il y a avant et après. Et c'est fascinant de savoir que quelque chose qui, pour certains cerveaux, n'est toujours pas concevable, est déjà l'histoire ancienne. Merci Yann Moix Merci. d'être passé dans le tube. On vous retrouve évidemment ce soir dans On n'est pas couché sur France 2 et puis début juin donc sur Arte avec Recalé, votre film sur le cas des migrants à Calais. Merci. Merci beaucoup.